300. Sud Radio Berkov dans tous ses états, lanceur d'alerte. Le réveil du peuple, chant révolutionnaire. Et oui, parce que dans tout cela, c'est quand même formidable. On oublie quand même qu'il y a un peuple qui s'appelle le peuple français, comme dans tous les pays du monde. Il y a des citoyens qui payent leurs impôts, qui votent, qui sont soumis à un certain nombre de devoirs. Et leur droit, c'est celui de voter. Mais alors, ce droit de voter, attention, il est déjà censitaire, puisque, au fond, et on en a parlé là, au fond, il dépend de quelques électeurs pour savoir si telle ou telle personne est digne de pouvoir être représentée, de pouvoir être candidat. On en a parlé, et franchement, ça va plus du tout. Bien qu'il y a une crise de régime, et cette crise de régime, elle est là, elle est dans la non-expression. Et il y a une expression dont on parle plus, on a beaucoup parlé il y a 2 ou 3 ans, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Ce sont les gens qui appelaient effectivement sur un certain nombre de sujets de façon régulière à voter. Alors où ça en est aujourd'hui? Et il y a une candidate effectivement à la présidentielle qui se présente au nom du RIC 2022, RIC. Alors vous êtes concepteur du programme RIC 2022, Raoul Magny-Berton, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous d'abord ce que c'est que ce référendum. En quoi consisterait-il? Parce qu'on en a beaucoup parlé il y a 2-3 ans, puis ça a disparu dans les limbes, et là, effectivement, on en reparle à cause d'une candidature, ou grâce à une candidature plutôt. Bon, il y a peu d'espoir qu'elle soit représentée, mais au moins la discussion est sur le marché et sur la table, et c'est important. Oui, c'est les pas tant sur la table, mais bon, là, elle y est, c'est une bonne chose. Le RIC qu'il faut défendre, que nous défendons, et qu'il était très important aussi au moment du Gilet jaune, s'appelle le RIC constituant. Ça, il faut garder en tête cette idée. C'est l'idée que, en fait, la souveraineté devrait appartenir à chaque citoyen. C'est quelque chose qui existe déjà, hein. Ça existe en Suisse, en Uruguay, ça existe en Californie depuis le 19e siècle. Et c'est l'idée que, en fait, il faut d'abord se poser, déjà, en France, il y a beaucoup de confusion sur ces questions. Il faut se poser la question, qui est le souverain en France? On entend souvent, c'est multinational, c'est l'Europe, c'est la Constitution dit c'est les citoyens. Il y a une méthode très simple pour savoir qui est le souverain. C'est aller voir qui a le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est celui qui peut changer la Constitution en France. Parce que la Constitution est au-dessus des lois, des multinationales, de l'Europe, de tout. Alors, qui peut changer la Constitution? 3/5 des parlementaires, c'est-à-dire 600 personnes. On est dans un régime où 600 personnes sont les souverains aujourd'hui. Et on le sent, parce que ces 600 personnes, tous les multinationales connaissent par cœur ces 600 personnes. Bien sûr. Et même dans une radio comme la vôtre, ils peuvent décider que vous avez des financements, d'État ou non, que vous avez... Nous, on n'a pas de problème, mais allez-y. Mais ils peuvent le décider. Donc, il faut s'inquiéter. Vous êtes inquiet de leur avis parce qu'ils peuvent vous nuire et vous bénéficier. Alors on va en parler juste après cette petite pause. On aura tout le temps, Raoul Magny-Berton, au contraire. On en parle tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Raoul Magny-Berton, enseignant en sciences politiques à l'IEP de Grenoble et concepteur du programme du référendum d'initiative citoyenne 2022. Alors justement, vous dites, il y a 600 personnes pour changer la Constitution, 600 élus bien sûr, Assemblée nationale et Sénat. Mais alors changer la Constitution pour effectivement instaurer ce RIC, référendum d'initiative citoyenne. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce que ça apporterait effectivement à la démocratie et au fonctionnement de la démocratie? Donc, qu'est-ce que ça apporterait? Enfin, qu'est-ce que ça apporte? Puisqu'on le sait, ça existe ailleurs. C'est pas une expérience qui sort de la tête. Voilà. Ce qu'il apporte, c'est que
Je prenais l'exemple de votre radio ou d'une multinationale ou d'une entreprise qui se préoccupe aujourd'hui de la vie de ces 600 députés. Ils peuvent casser leur entreprise ou ils peuvent l'aider, ils peuvent changer des règles à tout moment. Lorsque l'initiative des lois constitutionnelles et le vote des lois constitutionnelles est étendu non pas à ces 600 personnes, mais à l'ensemble de la population française, ce qui va se passer immédiatement, c'est qu'on se préoccupe tous de ce que pensera la population à propos des lois, du financement des radios, des entreprises, des multinationales. C'est-à-dire il faudra plaire aux citoyens. Et donc, cela va entraîner des référendums qui sont d'initiative de chaque citoyen. Hein. Vous pouvez initier un référendum, vous écrivez une loi constitutionnelle, vous pensez qu'il faut modifier, par exemple, la législation des médias, vous l'écrivez avec des amis, vous demandez à des associations qui ont des constitutionnalistes qui vous aident, ensuite vous la déposez au tribunal d'instance qui va la valider sur la forme. Et ensuite, vous cherchez vos signatures. Nous, on met 700 000. Si vous arrivez... parce qu'il faut un minimum, sinon n'importe qui pourrait... Tout à fait. Non, il faut que ce soit une minorité qui propose... Vous mettez un minimum de 700 000 signatures. 700 000 signatures, ouais. C'est étudié à partir de ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est si on a trop peu, on vote trop et du coup, on ne peut pas discuter de chaque sujet. Et si on n'a pas assez, on vote jamais. Donc, 700 000, c'est le bon chiffre après. D'accord. Et donc, vous avez ces 700 000, ça déclenche automatiquement un référendum qui va déterminer si on change la Constitution avec la loi que vous avez proposée. Donc, chaque citoyen ne doit pas forcément faire de la politique tout le temps, mais si à un moment, il se dit c'est ça qu'il faudrait faire, il peut initier quelque chose. Et à minima, il peut voter sur les initiatives des autres. Ça fait qu'évidemment, on va voter à peu près 12 fois par an. Oui, parce qu'on ne peut pas voter tous les jours quand même. Ça serait... Vous dites à peu près... Quand je dis 12 fois, c'est en réalité 4 fois, mais les référendums peuvent être ensemble. Groupés. Oui. Donc, il y a 3 mois de discussion sur des réformes très précises. Hein. C'est des trucs... en fait, on l'écrit, la loi. Oui. Et ensuite, ces réformes ont le dernier mot par rapport à tout le reste. Donc en fait, ça assure... Ils ont le dernier mot par rapport aux législatifs, à l'Assemblée nationale, et aux députés, etc. Qui continuent à travailler, hein, qui continuent à faire les lois, mais ces lois peuvent être censurées ou peuvent être changées par l'ensemble des citoyens, mais eux ne peuvent pas changer ce qui est décidé directement. C'est comme ça que ça fonctionne dans quelques pays, mais je voudrais par exemple vous prendre l'exemple de pays qui ont le référendum obligatoire, donc pour un changement constitutionnel ou un traité international, ils sont obligés de voter, comme les Danois par exemple. Et ben eux, par exemple, tous les traités européens, ils les ont votés. Ils vont voter oui, parfois non. Par référendum. Par référendum. Et du coup, ils ont un nombre, les Irlandais c'est pareil, ils ont un nombre de opt-out incroyable. C'est-à-dire, leur Europe à eux, c'est une Europe à la carte. Ils prennent ce qu'ils veulent et ils prennent pas ce qu'ils veulent pas. Et la conséquence, c'est que c'est les seuls qui aiment encore l'Europe, en Europe. Hein, parce qu'ils ont... C'est les seuls... Parce qu'ils ont leur Europe à eux. Ils ont pu la choisir, voilà. Et au demeurant, la Suisse, qui est hors Europe, a quand même choisi des choses comme Schengen, elle est dans Schengen. Donc elle aussi a quelque chose à la carte. Et ça permet en fait à l'ensemble de la citoyenneté de contrôler la situation, d'être aux commandes. Le fait d'être aux commandes, ça fait qu'on n'a pas l'éloignement délirant de tous les pouvoirs forts de ce que pensent les citoyens normaux, mais ça apporte aussi le respect pour les gens. Parce que quand vous recevez quelqu'un, quand vous avez un auditeur, vous savez que cet auditeur peut lancer une loi constitutionnelle qui vous favorise ou vous défavorise. Vous n'avez plus besoin d'aller voir les ministres ce qu'ils pensent. Vous pensez directement à vos auditeurs. Mais alors, ça entraîne, je me fais l'avocat, non pas du diable, mais du pouvoir. Du diable, la question est quel sera à ce moment-là le pouvoir des députés ou des sénateurs, etc. Ce qu'on appelle jusqu'ici le pouvoir législatif. Hein. Oui. Alors, si un citoyen, alors je ne dis pas évidemment, on va protéger, on ne va pas faire n'importe quoi, mais juste une chose, d'abord il faut que ces lois soient effectivement rationnelles et bien pensées, il ne faut pas que n'importe qui lance n'importe quoi, et les 700 000 effectivement c'est un barrage déjà, quand même il faut l'obtenir, mais après quel serait le rôle des représentants, des sénateurs ou des députés? Aujourd'hui, nous avons un Parlement et nous avons un gouvernement. Le gouvernement peut faire des décrets. Le Parlement, des lois. Le décret s'efface devant une loi. Alors, je vous pose la question, à quoi sert aujourd'hui le gouvernement, puisque
ces décrets s'effacent devant les lois. Eh bien, je vous réponds tout de suite, le gouvernement est plus rapide que le Parlement. C'est quelque chose qui peut agir vite, alors que le Parlement est plus légitime. C'est pour ça que ces décisions valent plus que celles du gouvernement. Et il y a sauf comme actuellement, la majorité gouvernementale qu'actuellement, est alignée, les pouvoirs sont totalement concentrés. Voilà, c'est aligné sur l'exécutif. Oui, parce qu'on a aussi des raisons. Ils ont changé le calendrier électoral. C'est une autre histoire. En tout cas, dans un pays normal, qui ne vire pas à l'autoritarisme comme le nôtre, le Parlement a une place très importante. Dans un pays encore meilleur, le Parlement est aux citoyens ce que le gouvernement est au Parlement. C'est-à-dire qu'il fait les lois, mais les lois constitutionnelles, qui valent encore plus, sont prises directement. On n'est pas obligé d'écrire toutes les lois, on fait confiance à nos parlementaires, d'autant plus qu'on peut les contrôler. Donc on aura un Parlement qui est là, qui se renseigne, qui discute, parce qu'il sait qu'il peut être cassé à tout moment. Et donc on aura... Que les lois peuvent être cassées à tout moment. Bien sûr. Donc les parlementaires auront intérêt à voir ce que pensent les gens quand ils font une loi. Aujourd'hui, ils ont intérêt à voir ce que pense le président. Bon là, maintenant, ça sera dans l'autre sens. C'est-à-dire ça crée finalement, en donnant le pouvoir suprême aux citoyens, ça crée aussi des politiciens qui font leur boulot, qui bossent. C'est un vrai contre-pouvoir, ça. En fait. C'est un total contre-pouvoir. On va vers plus de contre-pouvoir avec le RIC constituant. Alors, il faut faire attention parce que le RIC non constituant, qui existe en Italie, en Hongrie, dans plein de pays, c'est quelque chose qui garde la souveraineté au Parlement, aux parlementaires, et qui permet de faire quelques lois qui sont inférieures. Ce qui fait que c'est plus consultatif qu'autre chose, quoi. Même quand c'est décisionnaire, voilà, le dernier mot, c'est quand même les élus. Ouais. Donc, ça altère pas Vous voulez aller plus loin, vous, que les lois fondamentales puissent être présentées. Mais on veut aller plus loin, tout simplement, parce qu'on a vu, on connaît, les études sont nombreuses dans le monde, en France, hélas, très peu, donc ils sont en anglais, qui montrent très bien que quand on a un système à la Suisse, à l'uruguayenne, la Californie est devenue 6e et il nous a dépassé en puissance mondiale. Et il a le RIC depuis le 19e siècle, quand 80% des Californiens étaient analphabètes. Pour changer la Constitution, je dis bien ça, et ben ces pays ont connu une prospérité, ont pas les problèmes démocratiques qu'on a, ont maintenu la défense de leur division des pouvoirs et volonté citoyenne, là où l'Italie, la Hongrie, etc., avec leur RIC pourri, ils peuvent rien faire. Donc on est quand même au courant de ça, c'est pas qu'on veut aller plus loin, on veut avoir le truc sérieux. En France, en 1993, la quasi-intégralité des candidats à l'élection présidentielle voulaient le RIC. Avaient le RIC au programme. En 1993. On ne savait pas, hein, parce qu'à l'époque, le RIC, il faut savoir une chose, c'est pas seulement une bonne mesure, c'est aussi le symptôme du désastre démocratique qu'on vit. Parce que depuis qu'on a des sondages sur cette question, moi le plus vieux c'était 2011, jusqu'à il y a 15 jours où nous-mêmes on a fait avec l'IFOP un sondage sur le RIC constituant, nous avons entre 69 et 83% des Français qui souhaitent l'avoir. Le RIC constituant, avec l'IFOP, c'est 73%, 3 sur 4 Français qui veulent. Combien de députés veulent l'avoir? Eh bien, notre proposition de loi a été soumise à l'Assemblée par Jean Lassalle et signée aussi par Dupont-Aignan. Combien ils sont? Ils sont 6. Sur 577, ça fait 1%. On a une mesure que 75% des Français veulent et 1% de leurs élus veulent. Bah oui, vous leur enlevez du pouvoir, là. Non, mais d'accord, mais normalement, l'idée de notre démocratie, c'est que les partis suffisent à refléter les demandes venues du bas. Cela, c'est fini. Donc, il est évident qu'il faut changer les choses. Alors, le problème, c'est que encore aujourd'hui, on fait le même jeu. Presque tous les candidats disent on veut le RIC. On n'en parle pas. Hein. La presse, vous avez remarqué, ne parle pas du sujet. Enfin, vous inclus, sauf aujourd'hui. D'ailleurs, je vous recommande de lancer une émission là-dessus. C'est quand même très populaire. Toutes les fois que quelqu'un parle de RIC, il y a des gens qui regardent. Mais parce que attendez, il ne faut pas se raconter des histoires. Je comprends, vous défendez, et vous avez raison, votre bout de gras. Mais le problème, c'est pas mon bout de gras. Non, mais vous descendez le bout de gras. Faites un sondage quelconque et amenez-moi 73% des gens. Mais soyons pragmatiques et pratiques. C'est pas le problème de ça. Le problème, c'est que vous êtes actuellement, les gens n'en veulent pas. Pas le peuple n'en veut pas, mais le peuple n'a pas voix au chapitre. Puisque vous voyez bien ce qui se passe pour les parrainages. Quand vous
surveille le scandale des parrainages, vous pensez bien que le RIC, il arrive après. Donc, votre problème, et je vous pose la question, et c'est la dernière question, comment faire pour que ceci ne reste pas une utopie, et moi je suis, et on n'est pas les seuls, on est pour ça, et devienne... comment on peut faire pratiquement, rapidement, enfin rapidement, non. Rapidement, il faudra le temps qu'il faudra. Le RIC a été instauré, comme je vous dis, dans des pays, y compris constitutionnels, donc c'est possible. Ouais. Ça a été arrivé avec, au moment où la presse, les hommes politiques et aussi les corps intermédiaires qui aujourd'hui sont dans une bulle totale, commencent à se dire ah ben ça c'est ça dont non mais comment vous expliquez, pardon, que on en a parlé énormément pendant les Gilets jaunes, ouais. Hein, il y a eu vraiment, c'était d'actualité, etc. Comment ça se fait alors comment ça se fait qu'il n'y a pas une partie des gens, que ce soit les Gilets jaunes qui sont toujours là ou d'autres, ne reprennent pas cela et n'en fassent pas un slogan de combat? Alors, il y a beaucoup de monde, mais c'est relativement désorganisé. Les Gilets jaunes, comme vous savez, se sont désorganisés après ce qui s'est passé. Bien sûr. La presse en a parlé entre décembre et janvier. Je voudrais quand même noter qu'à l'époque, Édouard Philippe, on a oublié, hein, il était Premier ministre, la première réaction, elle a dit « le RIC, qui n'en voudrait pas ?» Voilà, c'était sa première remarque. 20 jours après, il s'est renseigné ce que c'est. Et il a dit c'est l'horreur. Et il y a plusieurs journaux, par exemple Le Monde, pour n'en citer qu'un, qui s'est inventé que le RIC c'était un instrument des fascistes. Voilà, ça oui, c'était. carrément. Ouais, il y a un article qui dit, qui explique que le RIC a été inventé il y a 30 ans dans des cercles d'extrême droite. Quand on veut noyer son chien, on connaît le truc. Hein, voilà, il a été mis en place en Suisse en 1891. Hein, Suisse, pays fasciste, comme chacun sait. Voilà, exactement. Ouais. Donc, il y a eu cette propagande empirique et surtout une propagande de dire mais c'est quoi ce truc qui sort de la tête des Gilets jaunes. Nous, quand on raconte le RIC, je dis nous parce qu'avec Clara Heger, qui est candidate, on a écrit un livre ensemble pendant les Gilets jaunes en 2019 et on l'a présenté chez les cercles Gilets jaunes. On avait des gens qui sont bons là-dessus, qui ont compris ce que c'est. Les questions qui nous viennent, j'ai aussi conseillé des villes et l'Assemblée nationale, ils savent pas. Je vous recommande l'hilarant débat en commission parlementaire sur le RIC soumis, qui était mauvais, mais par les insoumis. On en reparlera de cela. Non, ce qui est très important dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, c'est une idée qui fait son chemin. Et je vais vous dire tellement qu'il fait son chemin, même si ça n'a rien à voir. Mais il y a eu certains maires, vous le savez, qui ont, vous savez, on disait, mais il faut que vous parrainiez, il faut que vous parrainiez. Et c'est vrai, il faut parrainer, y compris Clara Heger, y compris d'autres candidats. Eh bien, ils ont dit, on va faire un référendum chez nos administrés pour savoir qui on doit choisir. Moi, je ne suis que le représentant de mes administrés. Et voilà. Donc l'idée, elle est là, elle fait son chemin. Oui, alors ça a quand même rien à voir avec le RIC, mais c'est une bonne initiative. Les maires, vous l'avez raconté tout à l'heure, ce qui est très important, c'est que si on fait le ratio entre parrainage reçu et minutes reçues dans les médias, on est dans le trio de tête. C'est un autre problème, ça encore. Vous là, vous voyez, vous dites que là, vous mélangez les trucs. Je vais vous dire pourquoi je mélange pas. Pourquoi ? Parce que quand on intervient dans les médias, nous on sait, hein, puisqu'on fait une campagne présidentielle, on a 10 parrainages en plus le lendemain. Et en fait, là, vous avez cité le scandale que Mélenchon n'a peut-être pas les parrainages. Et effectivement, c'est un scandale, le fait que les candidats des médias sont pas les candidats des maires et vice-versa. Mais il faut quand même pas oublier que ces gens-là, c'est ceux qui étaient déjà là, c'est la caste déjà existante et qui, voilà. Les maires ont un avantage par rapport aux médias, c'est que ceux qui veulent bien parrainer, ils reçoivent tout le monde. Et à égalité, c'est-à-dire que nous, on va là, on discute avec eux. Mais pour le moment, vous avez 16 parrainages. Oui, on a 250 maires qui sont en contact avec nous et qui sont même sympathisants. Mais comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, pour un maire aujourd'hui, les maires sont 80% des ayants droit de parrainage. Hein. Et donc, s'il n'y avait pas les maires qui votaient, en 2017, on aurait eu, vous savez combien de candidats ? Il n'y avait pas de maire ? 4 candidats. Marine Le Pen n'était pas dans le lot. Qui est arrivé au deuxième tour. Donc les maires, c'est la force de changement qu'il peut y avoir en France aujourd'hui avec les règles actuelles. Et ils sont un quart à parrainer.
il y a une abstention chez les maires qui est plus grande que l'abstention chez les gens. En tout cas, Raoul Megni-Merdon, vous nous avez exposé ce que c'est ça l'important. Le reste, c'est très bien, mais l'important est d'expliquer aux gens ce que c'est que le RIC, ce que c'est que ce mouvement, et on va continuer à en parler, en tout cas nous, c'est clair. Et si vous voulez un RIC sur l'influence des cabinets privés sur la politique publique, on en parle dans un instant avec les journalistes Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguirre. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai.